Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis super content de commencer ce programme en 4 sessions sur le climat, parce que j'en parlais depuis un moment au centre, et de voir que on va essayer de faire quelque chose pour le climat au centre. Moi, ça me ravit vraiment. Euh, je ne sais pas si je suis le plus à même de parler de la problématique du climat, parce que mon historique dans l'activisme climatique a très mal commencé. Je me souviens, j'avais 8 ans, j'étais en Bresse-Bourguignonne avec mes frères. Enfin, c'est surtout mes frères qui m'avaient embrigadé là-dedans. Le but, c'était d'aller dans les forêts au lance-pierre, tirer dans les réservoirs des tronçonneuses des bûcherons quand ils faisaient leur pause. Donc, c'était ma première mission activisme climatique. Et tirer au lance-pierre dans les réservoirs des tronçonneuses, c'est impossible. Hein. Je ne sais pas si vous avez essayé. N'essayez pas chez vous. Mais ça ne fonctionne pas. Donc, comme ça ne fonctionnait pas, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait les bidons d'essence et on les vidait. Ce qui, au regard de la planète, c'est quand même vraiment très, très, très limité comme formule. Donc, pour tout ça, pour commencer, on peut agir. Il y a 1000 manières d'agir pour le climat. Mais comment agir bien? Comment agir sans nuire? Hein, c'est vraiment les questions centrales qu'on va essayer de poser dans ces 4 sessions. Comment agir sans blesser autant que possible? Parce qu'agir, ça peut être très simple et on peut avoir des actions qui portent des fruits très rapides, mais qui à long terme sont destructives. Donc, la qualité de l'action, c'est vraiment ce qu'on va essayer de développer. Et ce n'est pas évident. Hein, c'est pas évident. Donc, pardonnez-moi toutes les erreurs que je vais dire, des choses que je vais louper peut-être, mais je vais faire de mon mieux, en tout cas. Mais si je ne suis pas activiste climatique, je pense quand même être dans une certaine forme d'activisme, parce que le bouddhisme, pour moi, c'est dès le départ une forme d'activisme. Bouddha était défenseur de l'égalité, il a remis en cause le système des castes, il a conseillé des rois, il a essayé de bâtir une égalité entre hommes et femmes. Avant, les femmes ne pouvaient pas être ordonnées moines. À l'époque, on n'appelait pas ça des moines, on appelait des renonçants. Mais il a défendu des valeurs qui, à l'époque, étaient complètement adoptées, acceptées. Et plus encore même que cet activisme-là, aujourd'hui, à mon sens, être bouddhiste, c'est déjà l'activisme de la pensée, c'est-à-dire reconnaître l'importance du monde intérieur par rapport au monde matériel, reconnaître l'importance de nos émotions dans la formation de nos comportements. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui fait, à mon sens, du bouddhisme une forme d'activisme, c'est qu'on va à contre-courant. Il y a un sutra du canon Pali qui s'appelle l'Anusota Sutta qui dit il y a ceux qui vont dans le courant, c'est ceux qui font confiance à toutes les expériences qu'ils ont, et il y a ceux qui vont à contre-courant, c'est ceux qui questionnent la qualité de leur expérience, c'est ceux qui questionnent le monde autour d'eux. Et ça, c'est aller à contre-courant, c'est vraiment la formule bouddhiste, aller à contre-courant, parce que c'est réinstaurer toute l'importance du monde intérieur. Donc, ce qu'on va essayer de faire à travers ces 4 sessions, c'est comment on peut essayer de comprendre la problématique du climat à travers certains des enseignements du bouddhisme, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre, et comment ça peut nous permettre de passer un peu plus à l'action, d'avoir un peu plus d'agissement pour le climat, pour les êtres et pour toutes les problématiques contemporaines. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça nous paraîtra assez peu clair, ce passage à l'action, mais ces 4 sessions sont dessinées pour qu'à chaque fois, on puisse essayer d'implémenter quelque chose dans les 2 semaines qui vont séparer chacune des sessions. Donc comment va se dérouler cette séance? Je vais essayer de parler un petit peu, pas trop longtemps j'espère. Ensuite, vous allez avoir des groupes de discussion pendant une demi-heure pour réfléchir à
au sujet d'aujourd'hui. Ensuite, on va avoir une petite méditation et à la fin, tous ensemble, on va se dire, mais comment on peut faire maintenant pour faire quelque chose? Parce que moi, n'étant pas activiste climatique, enfin, je n'ai pas l'impression, on va avoir besoin de mettre en réseau toutes nos neurones pour essayer de construire une intelligence collective, pour essayer de raisonner ensemble des moyens d'agir. Je ne suis pas venu avec des réponses parce que je pense qu'elles doivent être aussi le fruit de nos discussions. Donc voilà ce qu'on va faire. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la joie à l'heure de l'extinction. Alors qu'est-ce que ça veut dire la joie à l'heure de l'extinction? C'est le premier thème. C'est le thème qui est peut-être le plus dans la pensée. Les autres thèmes sont déjà plus dans l'action, mais c'est une voie graduelle. On commence de l'esprit, comme très souvent dans le bouddhisme, et on va à l'action. De grandes théories qui sont à présent reconnues dans certaines des associations de défense du climat, par exemple la non-violence, l'interdépendance, l'altruisme, sont pour la plupart des notions qui ont pris forme dans les grandes traditions méditatives. Ça peut être l'hindouisme, le jaïnisme, le bouddhisme. Et la non-violence, pour commencer, on le verra, on aura une session particulièrement pour ça. La non-violence, c'est un facteur mental, c'est une fonction de la conscience. Ce n'est pas une action physique au départ. Et on va comprendre pourquoi. C'est-à-dire que agir, l'action est conditionnée par nos états mentaux. Et en conditionnant ces états mentaux, on permet une action juste. Ça, c'est le postulat du bouddhisme et de beaucoup des traditions méditatives. Donc, joie à l'heure de l'extinction, qu'est-ce que ça veut dire? Le thème, ça ne veut pas dire on va se réjouir parce que l'extinction de masse, il y aura moins d'insectes, je vais avoir moins besoin de nettoyer mon pare-brise parce qu'il n'y a plus d'insectes, c'est super, je me réjouis parce que il fait plus chaud, je vais moins payer de facture d'électricité, c'est génial. Non, l'extinction, la joie à l'heure de l'extinction, ce n'est pas du tout cette joie-là. La joie à l'heure de l'extinction, c'est activer en nous cet effort joyeux, cet enthousiasme à faire face à une situation. Et en général, la joie, l'effort joyeux, c'est la joie dans ce qui a du sens, d'accomplir de ce qui a du sens. C'est vraiment ça. Cette joie, cet effort joyeux, c'est une fonction de la conscience aussi. Au même titre que la non-violence, c'est des choses, c'est des manières de voir, c'est des manières de considérer la réalité. C'est bien fait à l'effort joyeux, c'est ne pas subir la réalité. C'est d'occasionner des actions adaptées. C'est de produire en nous une forme de courage. C'est de faire face à la réalité. C'est de nous faire passer à l'action, de ne pas nous faire fermer les yeux devant la réalité et de sécuriser l'esprit. Voilà certaines des fonctions de l'effort joyeux. Et quand il s'agit du climat, on va le voir aujourd'hui, cet effort joyeux est fondamental. Mais il y a deux facteurs, avant qu'on parle vraiment de comment produire cet effort joyeux et quelles sont ses qualités, il y a deux facteurs qui aujourd'hui sont destructeurs de cet effort joyeux. Et sans cet effort joyeux, on prend des décisions par rapport au climat qui peuvent être extrêmes ou inadaptées, motivées par la colère, qui ne considèrent pas l'ensemble des causes et conditions d'un phénomène, qui simplifient la réalité ou qui l'exagèrent. Donc, sécuriser en nous notre esprit à travers l'effort joyeux, développer en nous la joie de faire quelque chose, c'est le moyen de s'engager dans l'action juste. Donc, la première des choses qui potentiellement peut altérer cet effort joyeux, et vous allez le voir assez rapidement, ça fait appel à quelque chose qu'on connaît tous, c'est l'information que nous recevons. Nous sommes des êtres qui recevons sans cesse des informations. Et notre vision du monde, elle dépend moins de la réalité elle-même que du type d'information qu'on reçoit. Et ça a toujours été comme ça.
Si moi, tout à coup, j'étais enfermé chez moi et que je ne pouvais pas sortir, que les volets étaient fermés et que j'envoie quelqu'un me faire le récit de ce qu'il voit dans la rue, si la personne qui va faire ça est dépressive, par exemple, elle va rentrer, elle va me dire, mais c'est une catastrophe, il y a une voiture qui a brûlé dehors, l'insécurité grandit dans cette rue, je ne sais pas ce qui arrive, c'est terrible. Et la représentation que je vais me faire de la réalité va être conditionnée par le récit qui est fait, par l'information dont je dispose. Si, au contraire, cette personne qui revient me dit, oui, bon, c'est vrai, il y a une voiture qui a brûlé dans la rue, mais bon, ça arrive, hein, ce sont des choses qui arrivent, ma perception de la réalité va être différente. Donc, ce qu'on va voir dans la première partie, c'est notre accès à l'information. Quel type d'information on reçoit? Comment on traite ces informations? Quelle importance on leur donne? Et comment on les relaye? Et ça, je crois, pour commencer, c'est un des leviers qui peut briser en nous cette capacité à voir l'effort joyeux. On va le voir tout de suite, à travers plusieurs exemples. Parce que, malheureusement, l'information qu'on reçoit tous les jours, elle nous sert parce qu'elle nous met en contact avec une réalité, mais par essence, elle a une forme de biais, cette information qu'on voit autour de nous. D'abord, les news telles qu'on les reçoit se concernent de ce qui arrive, pas de ce qui n'arrive pas. On voit rarement au journal télé un interview commençant en disant « alors je suis en direct de Compiègne » ou « un attentat ne s'est toujours pas produit et j'attends des témoins qui n'existent pas encore ». Non, parce que ça, ce serait très, très, très ennuyeux. On n'a pas ce genre de situation. Les news, par essence, sont relatives à quelque chose qui se passe. Or, il y a des choses importantes dans la vie qui sont des absences et qui ne peuvent pas être racontées par les médias tels qu'on les connaît. Voilà, l'absence de guerre, par exemple, l'absence de maladie, reconnaître l'information d'une absence d'insalubrité, une absence de mort en bas âge, par exemple. Il y a énormément d'absences qui ne sont pas des choses qu'on peut vraiment véhiculer dans des journaux parce que c'est par essence pas la chose qui va être considérée par ces médias. Encore une fois, le but, et vous allez le voir, ce n'est pas du tout de penser qu'il y a un problème fondamental avec les journaux et les nouvelles qu'on reçoit. Mais c'est de voir qu'il faut reconnaître le biais que ces modes d'accès à l'information offrent. Un autre biais de l'information, c'est le taux de rafraîchissement. On appelle ça le taux de rafraîchissement, la temporalité des journaux. Les journaux, par essence, ils doivent raconter une information d'un jour sur l'autre. Si les journaux devaient paraître tous les 50 ans, par exemple, on ne raconterait pas la même histoire. Les potins et les choses sans importance passeraient complètement à l'as. On parlerait des grandes transformations, du vote des femmes, on parlerait de l'espérance de vie qui grandit, on parlerait peut-être des guerres, mais on parlerait aussi de ces lentes transformations. Et je vais prendre l'analogie d'un arbre pour exemplifier ça. Un arbre, si je devais documenter à quelqu'un la pousse d'un arbre, jour par jour, je commencerai au premier jour, je dirais, ben, l'arbre, il a poussé de 0,1 mm. Alors la personne dira, ah ouais, non, je ne savais pas que ça poussait comme ça, un arbre, je ne savais pas que ça poussait à cette vitesse. Le deuxième jour, je lui dis, ben, ça a encore poussé de 0,1 mm. Il dit, ah ok. Et il y a d'autres choses par rapport à l'arbre qu'on peut raconter? Ben, non, pas grand-chose. Troisième jour, il a poussé de 0,1 mm de plus. Bon, ok, d'accord, mais bon, c'est pas très intéressant ça en fait. Tu me l'as déjà dit hier, avant-hier. Et si on veut vraiment raconter quelque chose tous les jours, qu'est-ce qu'on va raconter? On va raconter les accidents. Puisque la pousse d'un arbre par elle-même, elle est lente. Et c'est souvent le cas des choses positives dans la vie. Les choses positives ont une durée de vie d'accroissement qui est lente. Et les accidents de la vie ont une fréquence très rapide. Donc au troisième jour, je vais dire, ah ben non, il y a un scarabée qui a bouffé la feuille. Oh, c'est vrai?
Ah ben dis donc, ah mais ça c'est des trucs que je veux, tu vois, moi je veux que tu me racontes des trucs comme ça. Quatrième jour, ben il a plu, et puis ça fait du bien à l'arbre. Ah ok. Euh, donc le taux de rafraîchissement des médias, le fait que les nouvelles apparaissent chaque jour, ça conditionne le contenu. Les changements positifs prennent du temps, les catastrophes sont subites. Un autre problème, c'est la focalisation sur le négatif. Il y a une étude du scientifique de données Kalev Litaru qui a montré, qui a fait une analyse depuis 1945 jusqu'à 2010 de 130 médias à travers le monde, à travers les mots-clés. Et sans égard pour les faits qui étaient racontés, il a vu une dégringolade de la terminologie des médias. C'est-à-dire que les médias deviennent de plus en plus négatifs. Donc, focalisation sur le négatif, taux de rafraîchissement qui ne permet que d'observer les choses qui ont une durée de vie très courte, en l'occurrence les accidents. Les news sont relatives à ce qui arrive, pas à ce qui n'arrive pas. Les news ne se focalisent pas sur l'ancien, c'est le but des news. Les news, c'est les nouvelles. Mais ce qu'il nous faut dans la vie, ce n'est pas forcément se focaliser sur les choses qui sont nouvelles, c'est aussi se focaliser sur les choses anciennes, mais les comprendre en profondeur. Et on le voit dans le bouddhisme, il y a des choses qui sont très simples. La préciosité de la vie humaine, ça c'est une news. Et on ne peut pas nous la répéter tous les jours. Si on la voyait tous les jours sur le monde, on serait très ennuyé. Mais le problème, ce n'est pas de la voir tous les jours, le problème, c'est d'essayer de la comprendre en profondeur, cette chose-là. Donc cet environnement d'information dont on dispose, il conditionne en nous une forme de négativité, une forme de représentation du monde exagérée. Et deux psychologues, Amos Tversky et Daniel Kahneman, ont, je ne sais pas s'ils l'ont trouvé, en tout cas ils parlent de ce qu'on appelle l'heuristique de disponibilité. Plus des événements ont la capacité de se produire dans la mémoire, plus on a l'impression qu'ils vont arriver. Par exemple, il est très facile de s'imaginer une catastrophe aérienne, par exemple. C'est beaucoup plus visuel dans notre esprit. Et comme c'est visuel, on va avoir l'impression que ça arrive plus souvent et plus fortement que des gens qui meurent d'une crise d'asthme, par exemple. Et ça, c'est un biais cognitif aussi. Plus un événement est capable d'apparaître facilement dans l'esprit, plus on va avoir l'impression qu'il est présent. Et si on se focalise sur des news qui se focalisent elles-mêmes sur le négatif, qui ont un taux de rafraîchissement très court, qui permet seulement d'observer les catastrophes ou les choses qui ne vont pas, plus on va avoir l'impression que ces choses vont nous arriver. Et ça, bien évidemment que la joie, elle en pâtit de ça. L'effort joyeux, quelle est la conséquence de ça? C'est que soit on n'est pas désespéré, mais soit on perd l'espoir, soit on est pris de désespoir au sens premier, c'est-à-dire on se dit mais c'est pas la peine que j'aille voter parce que de toute façon tout est en train de disparaître, le monde est en train de s'effondrer. Ou bien on est pris d'une forme de colère qui pousse à des actions extrêmes comme de briser un système par exemple. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà prendre ces informations pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire partiales. Et bien sûr que ça nous sert d'aller sur le monde, moi j'y vais tous les jours, mais c'est comprendre qu'elles ne racontent de l'histoire et de la réalité qu'une partie seulement. Les news en général servent à diriger notre esprit vers ce qui se passe. Elles dirigent notre esprit vers ce qui se passe, les news. C'est leur but. Elles nous mettent en lien avec ce qui se passe. Mais est-ce que nous, individuellement, on n'a pas la capacité de le faire, ça? Est-ce qu'on n'a pas la capacité de se diriger vers ce qui se passe? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser notre jugement pour ça?
Est-ce qu'il n'y a pas de moyen de faire de notre esprit un journal télé dans lequel on rétablisse tous les éléments qui ne figurent pas dans les journaux et dans les news qu'on reçoit? Et je parlais d'une absence, mais l'absence de guerre, le fait qu'on soit en bonne santé pour ceux qui le sont, qu'on ait la capacité d'apprendre, la capacité de se transformer, la capacité d'aider les autres, toutes ces news, parce que ça, c'en est des news, c'est de l'information, ça. Et on en dispose de ces informations. Elles ne sont pas nouvelles, mais ce qu'il faut, ce n'est pas nécessairement des choses nouvelles, ce qu'il faut, c'est les comprendre en profondeur, ces nouvelles. Il faut comprendre en profondeur le potentiel qu'on a. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas voir dans les news. Ce n'est pas leur fonction de rappeler des choses qui sont essentielles. Ça, c'est notre travail à nous. Donc, quand je dis « faisons notre esprit un journal télé », c'est vraiment ça. C'est faisons de notre esprit un système dans lequel on peut cultiver les news du monde comme il est. Donc ça, c'est un des premiers biais qui m'a semblé important. Quelle information on reçoit, comment on les traite, quelle importance on leur donne et comment on les relaye. Et ça, quand on commence une préoccupation pour le monde, il faut se mettre en lien avec ce monde comme il existe, pas seulement comme il nous apparaît à travers la lorgnette biaisée, peut-être, d'une édition papier du Monde, par exemple, même si c'est ce journal que je consulte personnellement. Parce que là, vous le voyez, mais j'ai des données sur le monde. L'espérance de vie, vous voyez, l'espérance de vie depuis 1700, ça, c'est quand même vachement positif. La mortalité infantile qui chute, les morts dans le monde, la famine qui baisse, la pauvreté extrême qui baisse aussi complètement, les taux de démocratie et d'autocratie dans le monde. On voit qu'il y a beaucoup plus de démocratie qu'il y en avait dans les années 1800. Les désastres, les morts par désastres naturels qui chutent complètement. Le taux d'alphabétisation, ça c'est quand même des bonnes nouvelles, ça. C'est plutôt pas mal, non? Deuxième élément qui peut mettre à mal cette joie et cette volonté d'essayer de faire quelque chose parce qu'on sent que c'est possible, c'est de se refermer sur une idée de la Terre comme elle est. Parce que quand on voit toutes ces news, on se dit « ouais, mais dans ma jeunesse, c'était quand même vachement mieux. » Je me souviens, moi j'avais cette maison en Bresse-Bourguignonne, ces étangs magnifiques, ces grandes étendues boisées, ces levées de soleil magnifiques, colorés, tous ces animaux qui vivaient en harmonie les uns avec les autres, cette paix totale, cet endroit de bonheur, ce paradis sur terre. Après, on en arrive un petit peu au jardin de Oui-Oui, le petit bonhomme Oui-Oui conte pour les enfants, ou le roi lion. On voit une antilope qui joue avec le lion. C'est super. Et ça, les films ou les documentaires, souvent nous relaient une information aussi biaisée de la Terre. Est-ce que la Terre est vraiment un paradis? Est-ce que c'est vraiment un paradis? Est-ce que la Terre d'avant était vraiment un paradis? Est-ce que ce n'est pas un endroit où aussi les espèces meurent, les espèces se transforment, qui entreprennent de grands changements climatiques? La Terre, à l'échelle de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, c'est une succession de transformations. Donc ce deuxième élément, c'est de s'enfermer comme on s'enfermerait dans un monde totalitaire ou insécuritaire, par exemple, dans une petite maison hermétique, ce petit cocoon, ce petit coin bien paisible. Est-ce qu'on ne fait pas ça avec la Terre? Quand on voit que la Terre, elle est saccagée, on ne se dit pas « ouais, mais moi, ce n'est pas la Terre que je veux. Moi, la Terre que je veux, c'est la Terre où les forêts sont magnifiques. » Où on a l'impression qu'en étant dans ces univers-là, immédiatement, ça va produire en nous une expérience heureuse. Que cette terre-là, idéalisée, cette terre magique de la BBC dans les documentaires nature, que j'adore d'ailleurs, hein, c'est vraiment des super documentaires, mais il y a quand même une grosse correction d'image. Moi, je connais un peu la correction colorimétrique, mais alors ils y vont à cœur joie. L'eau dans les pôles, elle est bleue foncée. Enfin, il y a une transformation de la réalité pour essayer de nous dire, mais
cette terre incroyable, sublime. C'est vrai qu'elle est belle, la terre. Mais si on oppose à la première vision de cette terre qui s'effondre, cette terre pas plus existante que l'autre, magique, incroyable, cette terre du roi lion, cette terre de Narnia ou cette terre de Avatar par exemple, qui sont des images belles mais qui sont des images idéalisées de cette terre. La terre, elle est impermanente. Ce qui est impermanent est insatisfaisant par nature. La terre, dans des millions d'années, va être pulvérisée par le soleil quand il sera devenu une géante rouge. On a connu des glaciations, il y a des espèces qui se sont éteintes. Donc, revenir à une image idyllique de la Terre, eh ben, ça fait encore plus mal, parce qu'on se dit, mais c'est cette Terre-là qui n'existe pas, qui est aujourd'hui détruite. Mais elle n'a jamais existé en premier lieu, cette Terre-là. Moi, je suis allé dans des endroits les paradisiaques du monde, la Grande Barrière de Corail, la chaîne d'Himalaya, les Andes, et on voit que dans tous ces environnements-là, les animaux se bouffent les uns les autres, les animaux meurent, même dans des paradis, on y resterait un mois, on finirait par se lasser. La Terre n'a pas vocation à nous promettre le bonheur, ce n'est pas sa vocation. La Terre est imparfaite, la Terre est impermanente. Et ça, c'est à la fois la théorie de l'information et ce que je vous dis là, c'est une interprétation, c'est pas une interprétation, c'est du bouddhisme en fait, c'est de l'impermanence. C'est reconnaître l'aspect pas insatisfaisant, mais incomplet de cette terre dans laquelle on vit. Quand on voit que cette terre sublime, cette terre de la BBC, elle est souillée, on veut des réponses extrêmes parce qu'on a l'impression qu'il y a cette chose incroyable, promesse de bonheur, qui est brisée. On veut punir ceux qui ont permis ça. Et tous nos efforts sont vains car cette terre impossible à retrouver, nos efforts ne la ramènent pas à la vie parce que c'est une terre impossible. La terre est un environnement impermanent où de tout temps les êtres ont grandi, ont vieilli, sont tombés malades et ont fini par entreprendre la fin de leur existence. Alors ça, oui, c'est peut-être un choc, mais ce thème de l'impermanence de la Terre, ça nous révèle aussi l'impermanence de nous-mêmes. Et ce qu'on fait avec nous-mêmes, on peut le faire avec la Terre. Et inversement, ce qu'on fait avec la Terre, on peut le faire par nous-mêmes. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, l'impermanence de soi, voir qu'on va mourir, ça m'empêche de profiter, de vivre de la vie pleinement. Mais quand on est conscient de cette finitude de la vie, quand on est conscient que les choses se terminent à un moment, est-ce qu'on ne se dirige pas avec joie vers les choses qui ont du sens? Et c'est une grande erreur de penser que ces thèmes sur l'impermanence sont producteurs de bourdon. Non, ça ne produit pas le bourdon, peut-être en premier lieu, mais quand on embrasse cette perspective d'impermanence, on découvre un potentiel de transformation, on découvre une dissolution de la peur aussi. Parce que la peur vient de cette exagération de nous-mêmes, elle vient aussi de l'exagération de la planète qu'on fait. Donc, un des premiers antidotes de ces deux modes de pensée, qui l'un serait une forme d'aversion ou de désespoir, et l'autre une forme d'avidité, de se dire, mais voilà, c'est ça que je veux, c'est la terre de mon enfance, et on le pense souvent, moi je me suis surpris plein de fois, à dire, mais c'est pas cette terre-là que je veux, c'est pas ce que je veux, c'est pas cette pollution, et on ne veut pas le regarder. On ne veut pas regarder ce qui se passe, parce qu'on se dit, mais cette terre sublime, promesse de bonheur, elle est en train d'être saccagée, sans se demander si cette conception de la Terre, elle existe vraiment ou pas. Donc, premier antidote, c'est l'acceptation.
Alors l'acceptation, ça ne veut pas dire accepter tout ce qui va se passer, ça ne veut pas dire baisser les bras. L'acceptation, ça veut dire ouvrir les yeux sur les choses comme elles sont. Ouvrir les yeux pour regarder les choses comme elles sont. Parce que si on veut aider pour la planète et qu'on ne regarde pas la planète, on ne va pas comprendre les mécanismes. On ne peut pas comprendre les mécanismes de quelque chose qu'on ne regarde qu'à moitié. Pour être sûr d'offrir des réponses appropriées à quelque chose, il faut savoir vraiment le regarder. Et c'est une forme d'acceptation, de se dire non, je ne me raccroche pas à cette image idéalisée de la Terre. La Terre que j'ai, c'est une Terre où les gens foutent leurs poubelles dans la mer. C'est ce que j'ai vu en Inde. Ça, c'était un choc pour moi. C'est des charges qui se déversent dans la mer. Mais la Terre, on n'a pas d'autre Terre pour l'instant. C'est ce qu'on a. Et on pourrait penser que c'est bourdon de penser ça. Mais non, parce que plus on le fait, plus on se dit, mais on comprend les mécanismes, on comprend que tout ça est issu de causes et de conditions. Et en se rapprochant des causes et des conditions, on n'est pas en train de se dire que cette terre imaginée, il va falloir la sauver, parce que si elle n'existe pas, de toute façon, on ne peut pas la sauver, cette terre imaginée. Mais si on regarde la terre comme elle est, cette terre imparfaite, et qu'on rentre en contact avec elle, on rentre en contact avec la compréhension des causes et des conditions qui permettent tout ce qu'il y a. Et en comprenant les causes et les conditions, on peut commencer à avoir des idées. Et en prenant des idées, on peut commencer à reprendre confiance dans la transformation des choses. Mais on n'espère pas revenir à cette terre impossible de oui-oui ou du roi lion. Le but, c'est de faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Et quand on voit les causes et les conditions, on peut commencer à offrir des réponses. Et quand on offre des réponses, on peut commencer à prendre conscience de notre potentiel. Et quand on prend conscience de notre potentiel, la joie naît naturellement. Et quand cette joie naît naturellement, c'est ce qu'on appelle l'effort joyeux, l'enthousiasme. Le but n'est pas d'essayer, par mon action individuelle, de sauver une terre qui doit revenir à la terre de oui-oui, incroyable, où tout le monde se respecte, où tout est beau, où les gazelles et les lions dansent. Oh, ouh Non, le but, c'est de faire avec ce qu'il y a. Parce qu'à l'inverse, on peut se dire, moi, je ne me lance pas dans l'action parce que ça ne sert à rien, je ne vais pas sauver cette terre, on ne reviendra jamais à cette terre incroyable qu'il y avait avant. Et si on pense ça, évidemment qu'on ne veut rien faire, puisqu'on ne peut pas la revoir, cette terre-là. Elle n'existe plus. Elle n'a peut-être jamais existé. Mais si on voit une terre imparfaite, eh ben, on peut mettre les mains dans le cambouis, parce que de toute façon, on sait qu'il y a quelque chose à faire. C'est comme si on s'empêchait de se lancer dans la course, parce qu'on se dirait, mais moi, je ne vais jamais être champion du monde. Ben non, tu ne seras jamais champion du monde. Mais est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas commencer à courir, par exemple? Pareil pour faire du violon ou quoi que ce soit d'autres activités. Donc cette acceptation, c'est un des premiers antidotes. Le deuxième antidote, c'est passer du temps à regarder ce qui va. Et regarder ce qui va, ce n'est pas nécessairement regarder ce qui va dans les news, c'est de regarder ce qui va en nous, c'est de regarder ce qui va autour de nous, c'est de regarder le potentiel qu'on a individuellement à l'action. Donc faire preuve d'acceptation, de reconnaître les choses comme elles sont, passer du temps à regarder ce qui va, et savoir apprécier ce que la rupture actuelle permet de développer en nous. Ça, c'est très puissant aussi. Parce que ça produit la joie de se dire, mais on vit une époque géniale. Et moi, personnellement, je ne souhaiterais pas vivre une autre époque. Parce que cette grande rupture technologique, climatique, humaine qu'on est en train de vivre, elle est la possibilité de notre rapprochement, du développement de nos qualités, de l'humanisation de la planète, de la mise en action de tous autant que possible. Moi, je trouve que c'est une période passionnante pour ça, parce qu'on va être forcé par les circonstances à trouver des solutions tous ensemble. Et quand on cesse de penser que c'est impossible, quand on regarde la Terre comme elle est, eh bien, on retrouve un potentiel.